À 2h15, Sarah a disparu. Elle n'a pas couru, ne s'est pas retirée dans les ombres, elle a juste disparu. Une seconde plus tôt, elle était devant le poste de garde sur le gravier, les mains jointes sur ses genoux, me regardant avec ce calme impossible pendant que je pointais mon arme sur elle. Une seconde plus tard, l'endroit où elle était assise était vide. Je n'ai entendu aucun bruit de pas, ni vu de mouvement indiquant son départ, et quand j'ai dirigé ma lampe torche vers les marches du poste, j'ai vu 2 chaussures en cuir, posées côte à côte sur le béton. J'en avais trouvé une sur le sentier et l'avais mise dans un sac à preuve. L'autre aurait dû être aux pieds de Sarah lors de notre première rencontre. Toutes deux propres, cirées, disposées avec une précision qui disait « Nous savons que tu regardes. Nous savons ce que tu cherches. Et maintenant, tu es exactement là où nous voulons que tu sois. » Eric m'avait averti et m'avait dit de ne jamais dévier de 3 règles simples. Ne jamais donner d'informations à quelqu'un demandant de l'aide. Mais j'avais confiance en moi. J'avais de l'expérience. J'avais géré des situations dangereuses auparavant. Mais dans cette forêt, l'expérience ne servait à rien contre des créatures à 6 pattes et 3 bouches. Sarah n'était pas humaine. Les chaussures étaient un appât. Et j'avais mordu à l'appât. Je m'appelle David Laurent, 28 ans, nouveau garde forestier assigné au poste de garde des Pins Noirs dans les montagnes isolées près de la frontière. Eric Thompson m'attendait sur les marches du poste quand je suis arrivé à 22 heures. La lumière du porche créait des ombres profondes autour de ses yeux. « Tu es à l'heure ?» dit-il en vérifiant sa montre. « Bien. La ponctualité est plus importante ici que tu ne le penses. » À l'intérieur, Eric a disposé l'équipement sur la table centrale avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait ce briefing des centaines de fois. Radio portable, lampe torche, kit d'urgence, carte plastifiée avec des routes surlignées. Ta route, ce soir, couvre la route forestière principale et 3 sentiers balisés, dit-il en ouvrant la carte. Reste sur ces routes. N'utilise pas de raccourcis. N'explore pas les chemins latéraux intéressants. Et surtout, ne quitte jamais le sentier parce que tu penses que quelque chose mérite d'être investigué. Sa façon de le dire m'a fait lever la tête de la carte. Son expression était passée à quelque chose de plus sérieux que des instructions de routine. Il y a des choses qui sortent dans ces forêts après la tombée de la nuit, continua Eric en me regardant directement. La plupart du temps, elles restent entre elles. Mais parfois non. Tu pourrais voir des cerfs qui ont l'air faux, trop longs, avec des articulations qui se plient dans les mauvaises directions, des visages pas tout à fait corrects. Nous les appelons cerfs rouilles. J'ai frissonné un instant, mais quelque part en moi, je classais déjà cela comme une légende locale. Chaque poste isolé avait ses histoires. Bigfoot, fantôme, peu importe. Eric a dû voir ses pensées sur mon visage parce que le ton de sa voix s'est aiguisé et durci davantage. Je sais comment tu arrives. Chaque nouveau garde pense que c'est des bêtises jusqu'à ce qu'il voie lui-même. Mais fais-moi une faveur et suis les 3 règles simples. D'accord ? Dit-il. Il leva les doigts en comptant. 1. Reste sur les sentiers balisés que je viens de te montrer. 2. Si tu vois quelque chose d'étrange ou de faux, ignore-le et continue à bouger. Ne sois pas curieux d'investiguer. Note juste l'emplacement et continue. 3. Si quelqu'un s'approche en demandant de l'aide ou des directions, ne l'aide pas. Sois poli, mais ne donne pas d'informations et n'essaie pas de les suivre nulle part, expliqua-t-il. La 3e règle a attiré plus mon attention que les avertissements sur les créatures. « Des gens disparaissent régulièrement ici ?» demandai-je. Certaines personnes demandent de l'aide alors qu'elles ne sont pas perdues. Leur but n'est pas d'obtenir de l'aide. Leur but, c'est toi. « Fais attention là-bas, » dit-il. Il m'a tendu les clés du pick-up. Ses doigts tremblaient légèrement. Mais ça ne pouvait pas être le froid. Le poste était assez chaud. C'était autre chose. Peut-être du stress ou juste de la fatigue. Il y aura un contrôle radio toutes les 2 heures. Si je n'ai pas de nouvelles de toi selon le planning, je viendrai te chercher, dit-il.
Eric a rassemblé son propre équipement et s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté un instant. « Écoute, David, je sais que tu as de l'expérience en plein air. Je sais aussi que ce travail te semble probablement simple, mais dans ces forêts, des gens ont disparu. Je ne parle pas de ceux qui se sont perdus et ont été retrouvés 3 jours plus tard avec une bonne histoire. Je parle de ceux qui ont complètement disparu, dit-il. Après avoir passé en revue la route de patrouille, je me suis levé. J'apprécie les avertissements, Eric. Vraiment. Mais j'ai passé beaucoup de temps dans des zones isolées. J'ai déjà géré la faune et les randonneurs confus, dis-je. Eric a examiné mon visage pendant un long moment, puis a haussé les épaules. « J'espère que tu as raison, » dit-il. Alors que les phares du pick-up avançaient sur la route forestière sinueuse, ils illuminaient l'obscurité devant moi comme en plein jour. 30 minutes passèrent et le travail semblait assez routinier. Juste moi, le ronronnement régulier du moteur et des kilomètres d'asphalte vide coupant la forêt dense de pins. Près du marqueur 7, j'ai pris un virage quand les phares ont capté un mouvement sur le bas-côté. Une silhouette est apparue, agitant les bras pour attirer mon attention. Je voyais une femme marchant seule sur une route, s'enfonçant dans les profondeurs de la forêt. J'ai ralenti et en m'approchant, j'ai baissé la vitre. Cheveux bruns, mi-longs, avec un visage portant l'inquiétude qu'on attendrait de quelqu'un en vraie difficulté. Elle semblait avoir la trentaine. Jean et gilet léger étaient propres, presque impeccables, ce qui était étrange pour quelqu'un se promenant par ici. « Dieu merci », dit-elle en courant vers ma fenêtre. « Je marche depuis des heures. Je cherche Crystal Lake. Mon mari est parti camper il y a 3 jours et je n'ai pas eu de nouvelles depuis. » J'ai mis le pick-up au point mort et sorti la carte plastifiée qu'Eric m'avait donnée. Crystal Lake. J'ai suivi les sentiers balisés avec mon doigt, vérifiant chaque point d'eau étiqueté dans mon secteur. Je ne vois pas Crystal Lake sur cette carte, dis-je en la regardant. Dans quelle zone était-il quand il est parti? Son visage s'est tendu de déception. Il devrait être là. Je l'y ai conduit moi-même le mois dernier. Mais je ne me souviens pas exactement comment nous sommes arrivés. Toutes les routes se ressemblent dans le noir, dit-elle. J'ai sorti mon unité GPS et fait défiler la base de données locale. Rien contenant Crystal dans le nom dans un rayon de 80 km. Il est là-bas seul depuis 3 jours, continua-t-elle. Son téléphone passe directement sur messagerie. Il était censé me contacter hier matin, mais ne l'a pas fait. Quelque chose ne va pas. C'est alors que j'ai remarqué. Elle ne portait qu'une seule chaussure. Au pied gauche, une chaussure en cuir brun, d'apparence coûteuse. Mais son pied droit était nu, à part une chaussette blanche propre, malgré son affirmation d'avoir marché pendant des heures. « Où est ton autre chaussure ?» demandai-je. Sarah, elle s'est présentée, a regardé en bas comme si elle avait oublié. « Je l'ai perdue quelque part là-bas. Après avoir traversé le ruisseau, je ne me souviens plus, » dit-elle. Il n'y avait aucun signe d'eau de ruisseau sur ses vêtements, aucune tache de boue ou d'humidité non plus. Même sa chaussette ressemblait à du neuf. J'ai replié la carte. « Écoutez, je ne peux pas vous montrer Crystal Lake parce que je ne pense pas qu'il soit dans cette région. Mais si votre mari campait par ici, le mieux serait de suivre le sentier. La plupart des zones de camping établies sont dans cette direction, dis-je. La voix d'Eric a résonné dans ma tête. Ne leur donne pas d'informations. Mais je ne pouvais pas laisser une femme seule au milieu d'une route vide. Les sentiers est, répéta Sarah comme si elle mémorisait. À quelle distance? Peut-être 3 kilomètres sur cette route. Ensuite, vous verrez les marqueurs. Mais pour être honnête, vous devriez attendre le matin. Ce n'est pas sûr de se promener là-bas dans le noir, dis-je. L'expression de Sarah a changé à ce moment-là. Elle a souri. Ce n'était pas le sourire soulagé que j'attendais, ni le sourire reconnaissant de quelqu'un recevant de l'aide. C'était autre chose. Trop large comme un sourire effronté. « Merci », dit-elle. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Elle s'est éloignée du pick-up
et s'est dirigé vers la lisière de la forêt sans un mot de plus. Sa chaussette blanche brillait sur le sol sombre jusqu'à ce que la forêt l'engloutisse complètement. Et moi, après avoir regardé un peu son départ, j'ai continué ma route. 1 heure plus tard, près du marqueur 12, les phares ont illuminé quelque chose sur le bas-côté. J'ai ralenti et laissé les faisceaux lumineux éclairer une seule chaussure en cuir brun posée au milieu de la route. J'ai arrêté le pick-up et pris ma lampe torche. La chaussure était très soigneusement positionnée, placée plutôt que tombée ou perdue. Aucune marque d'égratignure, pas de saleté à l'intérieur, et le cuir conservait encore l'aspect ciré de quelque chose qui avait reçu des soins récemment. Elle correspondait parfaitement à celle que Sarah portait au pied gauche. J'ai sorti la radio. Base, ici David. Je dois signaler la découverte d'une preuve potentielle, dis-je. Des parasites qui semblaient être des fragments de la voix d'Éric sont venus, mais je n'ai pas compris. J'ai photographié la chaussure, marqué les coordonnées GPS et les mises dans un sac à preuves. Puis, j'ai continué la route de patrouille, mais quelque chose avait changé. La forêt semblait maintenant différente. Le silence habituel de la vie nocturne avait complètement disparu. Pas de ululement de hibou, pas de bruissement dans le sous-bois. Juste ce silence si complet qu'il faisait bourdonner mes oreilles. Ma décision d'aider Sarah semblait de plus en plus stupide à chaque kilomètre. Éric m'avait clairement averti des règles. Et en 2 heures de service, j'avais déjà ignoré une règle. La chaussure manquante, les vêtements propres, le lac inexistant. Tout pointait vers quelque chose de bien plus étrange qu'une femme inquiète. À 0h30, j'ai vu le cerf-rouille. Il se tenait près de la lisière de la forêt, à moitié caché derrière des branches basses. Quand les phares l'ont pleinement frappé, j'ai pu voir ses pattes clairement. Impossiblement longues et minces, les articulations se pliaient dans des directions écœurantes, des coudes se courbant vers l'arrière, des genoux semblant se plier sur le côté. Le cerf n'avait pas bougé depuis que je l'avais remarqué. Il était trop immobile. Puis il a levé la tête. Son cou s'est étendu vers le haut, dans un mouvement doux et continu qui a duré bien plus longtemps qu'il n'aurait dû. La tête de la créature se balançait à au moins 2,5 mètres au-dessus du sol. Là où aurait dû se trouver le doux visage de cerf, je me retrouvais à regarder quelque chose appartenant à un cauchemar. Sa bouche ouverte en cercle noir, révélant des rangées de ce qui ressemblait indiscutablement à des dents humaines. Ses yeux se sont fixés sur moi. Les avertissements d'Éric ont résonné dans ma tête avec une netteté soudaine. Cerfs-rouille, des cerfs qui ont l'air faux. C'était exactement ce contre quoi il essayait de m'avertir. Mon pied a trouvé l'accélérateur et j'ai appuyé juste assez pour faire tourner le pick-up. Lent et régulier, aucun mouvement brusque. La tête de la créature a tourné pour suivre mon mouvement. Une rotation complète de 180 degrés sans que son corps ne bouge du tout. En passant devant, ses yeux vitreux ne quittèrent jamais les miens. Au moment où je suis passé, j'ai regardé dans le rétroviseur. Le cerf-rouille est resté immobile quelques secondes, puis a marché délibérément sur la route derrière moi, se positionnant exactement au milieu de l'asphalte. Mon pied a appuyé plus fort sur l'accélérateur. Le pick-up a accéléré, m'éloignant de cette chose. Mais même avec la distance qui augmentait, même quand la courbe de la route aurait dû le cacher, je pouvais encore distinguer cette silhouette impossible me regardant. 21 minutes de conduite folle m'ont ramené dans une zone où la radio est soudainement devenue clairement audible. J'ai immédiatement saisi l'appareil. « Base, ici David. »« Éric, tu es là ?» dis-je. « David ?» La voix d'Éric est sortie du haut-parleur avec des grésillements, aigus d'inquiétude. « J'essaie de te joindre depuis plus d'1 heure. Ton signal était complètement coupé. Quel est ton statut? » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de transformer les événements des dernières heures en quelque chose de cohérent.
Eric, je dois signaler 2 incidents. Le premier, il y a environ 1 heure et demie. J'ai rencontré une femme sur la route près du marqueur 7. Dis-je. Le silence radio a duré quelques secondes. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Tout, dit-il. J'ai raconté la rencontre en détail. Les vêtements propres de Sarah, la chaussure manquante, son histoire sur son mari parti camper à un lac inexistant, la façon dont elle a souri quand je lui ai donné des directions vers les sentiers est. Le deuxième incident? Demanda Eric quand j'ai fini. Il y a 25 minutes, j'ai vu l'une des choses dont tu m'as averti. Un cerf-rouille. Ma voix s'est légèrement étranglée. Des pattes mal pliées, un cou s'étendant trop haut, et son visage. Mère de David. Le calme professionnel d'Eric a vacillé un instant. Tu as interagi avec elle, n'est-ce pas? La femme. Tu as donné des informations. J'essayais d'aider. Comment sais-je? Mais elle n'en avait pas besoin parce qu'il n'y a pas un tel lac, ni un tel mari disparu. La coupure d'Eric était tranchante, mais pas en colère. David, cette femme n'était pas humaine. C'est exactement ce que j'essayais de t'avertir. Ces choses imitent les humains pour attirer les victimes plus profondément dans la forêt, expliqua-t-il. Mon estomac a chuté alors que les mots se mettaient en place. La chaussure que j'ai trouvée, elle l'a placée là, n'est-ce pas? Demandai-je. Très probablement. Une preuve conçue pour créer de la confusion. Te faire remettre en question ce que tu as vu. Te faire t'éloigner des routes établies pour enquêter davantage, dit-il. J'ai touché le sac à preuves, me sentant stupide. Le cerf-rouille que j'ai vu confirme cela? Demandai-je. Oui. Parfois ils travaillent ensemble. L'imitateur t'attire, te fait penser aux gens disparus. Ensuite, les autres créatures se positionnent. En voir un signifie probablement que d'autres seront bientôt là, expliqua-t-il. Eric, que dois-je faire? Demandai-je. Retourne immédiatement sur les routes principales. Oublie le reste de la route. Dirige-toi directement vers le poste de garde. Ces choses deviennent plus actives quand elles savent que quelqu'un est marqué. Et le fait que tu aies donné des directions à cette femme signifie définitivement que tu es sur leur radar, dit-il. À 2 heures, j'ai garé le pick-up dans la zone de gravier près du poste de garde, le corps endolori de la tension que j'avais portée la dernière heure. Le poste semblait exactement comme je l'avais laissé. Mais maintenant, tout me semblait différent. J'ai pris ma lampe torche et le sac à preuves contenant la chaussure de Sarah, puis je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Le silence excessif est immédiatement revenu. Pas d'insectes, pas de vent, juste le même calme contre nature. Un mouvement près du coin du bâtiment a attiré mon regard. Une silhouette se tenait dans les ombres au bord de la structure. J'ai levé la lampe torche et l'ai allumée. Sarah était là, portant toujours la même veste légère et le jean, avec la même expression inquiète. « Dieu merci, tu es revenu », dit-elle. « J'attends ici depuis plus d'1 heure. Je ne trouve toujours pas Crystal Lake. Chaque avertissement qu'Eric m'avait donné a traversé mes pensées. Cette femme n'était pas humaine. Ces choses imitent les humains. J'ai gardé la lampe torche sur son visage et reculé vers mon pick-up. « Que fais-tu ici? Je t'ai donné des directions vers les sentiers et il y a des heures, » dis-je. L'expression de Sarah a vacillé un instant. J'ai essayé d'y aller, mais je me suis perdu dans le noir, dit-elle. Comment as-tu trouvé le poste de garde? Insistai-je, ma main se déplaçant instinctivement vers l'arme de service à ma ceinture. Ce bâtiment n'était marqué sur aucune carte publique. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que je voie la lumière, dit-elle. J'ai fait glisser le faisceau vers ses pieds et j'ai senti mon sang se glacer. Elle ne portait aucune chaussure. Pas de chaussures en cuir brun au pied gauche, pas de chaussettes au pied droit. Juste des pieds nus, ne montrant aucun signe qu'elle avait marché pendant des heures comme elle le prétendait. « Où sont tes chaussures? » demandai-je. Sarah a regardé en bas comme si elle le remarquait pour la première fois. « Je les ai perdues dans la forêt, » dit-elle.
Le mensonge était si évident qu'il m'a fait frissonner. J'avais trouvé l'une de ses chaussures sur le sentier au marqueur 12, parfaitement délibérément positionnée. Mes doigts ont saisi la crosse de l'arme de service et l'ont doucement sorti de l'étui. « Assieds-toi par terre. » Maintenant, dis-je. La transformation dans le comportement de Sarah fut instantanée. L'expression inquiète a complètement disparu, remplacée par quelque chose de contre-nature, calme et vigilant. Elle ne semblait ni surprise ni effrayée par l'arme que je lui pointais. Elle semblait intéressée, sans protestation ni question. Elle s'est abaissée au sol dans un mouvement doux et contrôlé qui semblait trop précis. Elle s'est installée en position assise et a joint ses mains sur ses genoux, puis m'a regardé avec les mêmes yeux. « C'est mieux », dit-elle calmement, et sa voix ne portait aucune trace du désespoir inquiet qu'elle avait reflété plus tôt. J'ai gardé l'arme pointée sur elle en prenant la radio. « Base, ici, David. Besoin d'aide d'urgence au poste. Suspect retenu ?» dis-je. « David, explique la situation. Es-tu en sécurité ?» demanda Eric. « La femme de ma rencontre précédente est ici au poste. Son histoire est incohérente et elle montre un comportement cohérent avec tes avertissements sur les imitateurs, dis-je. Je serai là dans 21 minutes. Ne la quitte pas des yeux. Garde tes distances et reste vigilant, dit-il. Les 15 minutes suivantes ont duré comme des heures. Sarah est restée immobile, mains jointes, me regardant avec un calme troublant. Elle n'a pas bougé, n'a pas changé de position. Les vrais humains ne pouvaient pas rester si immobiles si longtemps. J'ai jeté un coup d'œil pour vérifier la radio pour une mise à jour, gardant Sarah dans ma vision périphérique. Juste une seconde. Et quand j'ai levé les yeux, le gravier où Sarah était assise était vide. Mon cœur a cogné contre ma cage thoracique. Aucun mouvement, aucun bruit de pas, aucun signe de direction. Elle avait juste disparu. « Sarah !» criai-je. « Je sais que tu es quelque part. » J'ai tourné lentement en cercle, scrutant les ombres. Ma lampe torche a capté quelque chose près des marches du poste. 2 chaussures de femme étaient opposées côte à côte sur le béton, disposées avec la précision d'objets soigneusement placés. Ces chaussures étaient les mêmes chaussures en cuir brun que j'avais trouvées sur le sentier. Le sac à preuve dans le pick-up avait disparu. Sarah avait pris la chaussure que j'avais collectée, l'avait retirée du sac scellé et avait disposé les 2 ici pendant que je la regardais assise immobile sur le gravier. « Eric », appelai-je à la radio. Elle est partie. Le suspect a disparu. Des parasites ont répondu, des fragments trop cassés pour être compréhensibles. Après avoir couvert la zone proche 2 fois sans trouver de traces, j'ai décidé d'élargir la recherche. Je me suis dirigé vers la lisière de la forêt où la route de service rencontrait la forêt. Le sentier familier qui reliait le poste aux routes principales s'étendait devant moi. J'étais passé par là des dizaines de fois pendant la formation, mais maintenant quelque chose semblait différent. Le sentier tournait à gauche, là où je me souvenais qu'il allait tout droit. Les marqueurs en bois que je m'attendais à voir étaient absents. Même les arbres semblaient disposés différemment. J'ai sorti mon GPS. L'appareil montrait que je m'éloignais régulièrement du poste, mais les informations qu'il donnait changeaient. Un moment, il montrait ma position à 50 mètres au nord-est, le suivant à 400 mètres au sud-ouest. Pendant que je continuais, la forêt pressait plus près. Le sentier se ramifiait dans des directions que je ne me rappelais pas. Les points de repère que j'attendais avaient simplement disparu. J'ai essayé de retourner au poste, mais la route derrière semblait aussi inconnue que celle devant. Le GPS continuait à donner des informations contradictoires. Le silence était maintenant absolu. Pas de vent, pas d'animaux, rien. Je me suis arrêté et j'ai essayé de prendre une décision logique. Le poste ne pouvait pas être à plus de quelques centaines de mètres, mais j'avais perdu tout sens de l'orientation sur un terrain que je pensais bien connaître. Vous, que feriez-vous? J'ai besoin de vos opinions en ce moment. Retrouvons-nous dans les commentaires.
21 minutes de recherche s'étaient transformées en complète désorientation. Je marchais en cercle pendant que quelque chose qui ressemblait à un humain, mais n'en était pas un, se tenait quelque part dans l'obscurité. Le pick-up d'Éric a surgi d'un espace entre deux grands pins, les phares illuminant la zone où je me tenais. J'ai commencé à courir vers lui. « David, baisse-toi maintenant !» cria-t-il. L'urgence dans son ton m'a fait tomber en position accroupie. J'ai entendu un mouvement derrière moi, quelque chose de grand poussant à travers le sous-bois avec des pas délibérés. J'ai tourné ma lampe torche vers le son et me suis immédiatement figé devant ce que j'ai vu. Une autre créature a émergé de derrière le pin massif. Elle mesurait au moins 3 mètres de long sur ce qui ressemblait à 6 pattes disposées en 2 rangées. Chaque patte se pliait et se tordait à des angles impossibles. La tête se balançait au bout d'un cou qui se courbait et se tordait comme un serpent. Pendant que je regardais, la tête a commencé à se fendre par le milieu avec un son humide et prédateur. Pas une seule bouche qui se fendait, mais s'élargissait pour révéler 3 ouvertures séparées, chacune bordée de rangées de dents, mélange de canines pointues, de dents humaines, incisives et de bords dentelés. Les 3 bouches bougeaient indépendamment, s'ouvrant et se fermant dans un rythme qui rappelait la respiration. Le moteur du pick-up d'Éric m'a ramené à moi. « David, bouge !» cria-t-il. J'ai couru vers le pick-up pendant qu'Éric ouvrait la porte passager de l'intérieur. La tête pliée du serre-rouille a suivi mon mouvement, les 3 bouches s'ouvrant plus largement. J'ai plongé par la porte ouverte et Éric a appuyé sur l'accélérateur. Le pick-up a bondi en avant, les pneus tournant sur le sol forestier peu solide. Je me suis retourné pour regarder par la vitre arrière. La créature se tenait immobile là où j'étais juste avant. Plusieurs têtes regardaient maintenant dans notre direction. Elle ne nous a pas poursuivis. Elle a juste regardé avec ce qui semblait être de la satisfaction. Qu'est-ce que c'était? Réussis-je à demander. Un collecteur, dit Éric d'un ton sombre. Il les envoie quand quelqu'un est marqué pour la collecte. Il venait te collecter. La forêt autour de nous a commencé à paraître plus familière. En quelques minutes, je pouvais voir la lumière extérieure du poste à travers les arbres. « La collecte, c'est quoi? » demandai-je. Tout était un piège. La femme, la chaussure, le sentier qui te faisait tourner en rond. Conçu pour que tu sois suffisamment perdu et confus pour marcher directement dans le territoire de cette chose, expliqua-t-il. Éric s'est garé dans la zone de gravier et a coupé le moteur. Par le pare-brise, je pouvais encore voir les 2 chaussures posées sur les marches du poste. Les chaussures étaient l'appât, expliqua Éric. Il crée une distorsion spatiale autour d'objets comme ceux-ci. Ton sens de l'orientation se brouille. Les points de repère familiers disparaissent. Nous sommes restés assis dans le pick-up un moment. « Combien de gardes as-tu perdu ici? » demandai-je. L'expression d'Éric est devenue floue. 3 au cours des 5 dernières années. Tous étaient des hommes expérimentés qui pensaient pouvoir tout gérer dans la forêt, dit-il. Je me suis souvenu de ma confiance de quelques heures plus tôt. Je leur dois des excuses, dis-je. Tu leur dois de survivre, dit-il. Éric a rassemblé de l'équipement d'un placard, gants épais en caoutchouc et pinces spéciales. Je dois ramasser ces chaussures avant que quelqu'un d'autre ne les trouve. « Tu veux observer la procédure ?» demanda-t-il. Je l'ai suivi dehors. Éric a soigneusement soulevé chaque chaussure avec les pinces, l'a examinée sous plusieurs angles avant de la placer dans des conteneurs scellés séparés. Le matériau lui-même n'est pas dangereux, expliqua-t-il, mais ces choses portent ce que nous appelons un résidu psychique. Le contact physique réactive les distorsions. Quand nous sommes rentrés, Éric s'est installé derrière son bureau et a ouvert son journal épais et usé. Les pages étaient remplies d'enregistrements manuscrits remontant à des années, chacun documentant des rencontres qui ressemblaient à quelque chose d'un roman d'horreur. « Notre forêt est un point chaud, » dit-il. Quelque chose dans la géographie crée des conditions que ces entités trouvent attirantes.
J'ai lu des enregistrements décrivant des événements remarquablement similaires à ce que j'avais vécu. Des gardes rencontrant des gens demandant de l'aide, mais ne se comportant pas comme de vrais humains. Des créatures imitant des animaux familiers, mais violant toutes les lois naturelles. Depuis combien de temps c'est comme ça? Demandai-je. Officiellement jamais. Officieusement, il y a des rapports remontant aux années 1940, dit-il. Eric a fermé le livre. J'ai pensé à demander un transfert. Trouver une forêt normale où la plus grande menace est un ours noir confus me ferait me sentir plus à l'aise, dit-il. La pensée qu'Eric parte a serré ma poitrine. Tu ne peux pas partir. La seule raison pour laquelle j'ai survécu ce soir, c'est toi, dis-je. David, tu es ici une nuit. Tu n'as aucune idée de ce que ce travail implique vraiment, dit-il. Tu as raison, mais je sais que mon orgueil a failli me faire tuer. Et ça arrivera à quelqu'un d'autre qu'ils envoient ici. Je me suis penché en avant. Combien de nouveaux gardes as-tu formés? Combien ont survécu leurs premiers mois parce que tu leur as enseigné les protocoles? Demandai-je. Eric a examiné mon visage. Former de nouveaux gardes à survivre ici devient plus difficile chaque année. Ces entités adaptent et développent leurs tactiques, dit-il. Alors apprends-moi tout ce que tu sais. Laisse-moi t'aider à porter ce fardeau, dis-je. Eric était silencieux, pesant mes mots. Si je reste, tu travailles sous supervision étroite pendant au moins 6 mois. Pas de patrouille seule, pas de décision indépendante. Tu fais ce que je dis? Dit-il. D'accord, répondis-je. Et si je vois que tu ne t'adaptes pas, je ferai moi-même ton transfert immédiatement, dit-il. Je comprends, dis-je. Eric a lentement hoché la tête. Le service de nuit n'est pas terminé. Il reste 4 heures jusqu'à l'aube. Es-tu prêt à continuer avec un vrai soutien cette fois? Demanda-t-il. Cette fois, j'étais excité. Je me suis levé et j'ai vérifié mon équipement. Radio, lampe torche, armes. Tout serait nécessaire. Je suis prêt, dis-je. En me préparant à retourner en patrouille, j'ai réalisé que le garde qui avait commencé ce service n'existait plus. La place de mes comportements confiants et dédaigneux avait été remplacée par l'humilité et le respect pour les dangers que je ne voyais pas. La forêt chassait toujours. Nous étions toujours en chasse. Mais maintenant, j'avais un guide qui comprenait les vraies règles. Cette connaissance semblait plus précieuse que n'importe quelle arme que je pouvais porter. Nous devions maintenant vivre avec ces créatures, parce que si nous partions, ils assigneraient quelqu'un d'autre ici et des gens mourraient.